Ces tapis turcs, étalés dans un champ près d'Antalya, font partie d'une tradition ancestrale. Mais de nos jours, les tapis faits à la main sont difficiles à vendre. Nous n'avons plus aucune chance. Et ça n'a aucun intérêt de tisser de nouveaux tapis artisanalement pour l'exportation. C'est pourtant ce que veut faire la jeune entrepreneuse Damla Saydam, pour qui l'enjeu est également de préserver une identité culturelle. Tant qu'il existe encore des tisserandes, on ne peut pas dire que c'est fini. Bergama, à l'extrême ouest de la Turquie. Depuis l'Antiquité, où elle portait le nom de Pergame, la ville est un haut lieu de la confection traditionnelle de tapis. C'est là qu'il y a 2 ans, Damla Saydam a ouvert sa boutique, un peu à l'écart de l'agitation touristique. Elle veut y vendre des tapis neufs et fabriqués à la main pour que cette culture ancestrale ne tombe pas dans l'oubli. Les tapis me fascinent depuis des années. Le tissage est un art dont l'histoire est millénaire, mais qui est en voie de disparition. Très peu de gens exercent encore ce métier. La plupart arrêtent. C'est un savoir-faire qui se perd, mais aussi toute une culture. Autrefois, pratiquement chaque foyer possédait un métier à tisser. Voici par exemple un tapis fabriqué en 1971. Nous achetons ces tapis aux villageois, nous les sortons de leurs coffres et les revendons à des personnes prêtes à payer un prix équitable. Mais si on ne perpétue pas cet art, il n'y en aura bientôt plus aucun exemplaire. J'aimerais donc préserver cette tradition. Pour que ces tapis ne soient pas les derniers du genre, il faut continuer à en tisser. Damla veut proposer des produits neufs en matière naturelle et fabriqués artisanalement. Je cherche à lancer un marché en ligne. J'ai créé ma propre marque avec un site web pour essayer d'attirer de nouveaux clients. Je rencontre aussi des gens qui travaillent dans cette branche en Turquie et à l'étranger, notamment des entreprises qui se trouvent aux États-Unis et en Allemagne. Damla se constitue son propre réseau d'ouvrières et de clients. Voilà mon site internet. Là, ce sont les tisserandes avec lesquelles je travaille, des villageoises. Je dois vendre ces produits parce que c'est un travail collectif. Il faut qu'elles aussi gagnent leur vie. Damla continue de travailler en tant que traductrice tant que sa nouvelle affaire n'a pas encore vraiment pris son essor. Mais elle place de grands espoirs dans sa jeune entreprise. Le tissage de tapis fait aussi partie de sa propre histoire familiale. Voici par exemple un tapis tissé par mon arrière-grand-mère. Celui-là a été fabriqué par mon grand-père. Il a appris à nouer pendant son service militaire, qui durait 4 ans à l'époque. À son retour, il a confectionné ce tapis avec ses filles, pour leur enseigner la technique. Damla est en contact avec des tisserandes des villages alentours et leur rend régulièrement visite. Je rencontre des gens et j'essaye de faire bouger les choses. J'espère que mes efforts seront récompensés et que l'histoire du tissage se poursuivra. Ibrahim Toll est son principal intermédiaire. À 1h30 de route de Bergama, il possède quelques métiers à tisser.
Mes tapis sont prêts? Oui, viens y jeter un œil, ils vont te plaire. Damla a commandé de nouveaux modèles, certains avec des motifs actuels qu'elle a elle-même spécifiés. Ça, c'est un kilim. On peut l'utiliser des deux côtés. Les fils du tapis sont noués, alors que ceux du kilim sont tissés. Tout ça, là, ce sont des nœuds. Le tapis a une texture duveteuse qu'on appelle have. Les kilims, eux, sont tissés à plat. Il n'y a donc pas de nœuds. C'est la principale différence. Je les prends tous. Bon, et comment on fait? On les emballe? Tu pourras les livrer à la boutique? Je m'en occupe, pas de problème. Aujourd'hui, elle prend 4 tapis. Cette relation commerciale naissante pourrait profiter à tout le monde. Les tisseuses gagnent en moyenne 600 lire par jour, soit près de 16 €, qui correspondent au salaire minimum. C'est Damla qui assume la responsabilité de parvenir à vendre les tapis. Dans la foulée, elle passe visiter l'atelier situé à 2 pas. Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Tout va bien pour nous. Et pour toi? Moi aussi. Je vais de l'avant. Je suis passée vous revoir. Les ouvrières d'Ibrahim ne tissent que l'hiver. Le reste de l'année, elles travaillent au champ où elles gagnent plus d'argent. Mais il leur arrive de continuer à tisser l'été pour Damla. Après nous, il n'y aura plus personne qui saura tisser. Nous sommes les dernières à le faire. Nos enfants ne veulent pas apprendre à tisser, c'est un travail difficile. Les jeunes préfèrent un métier avec une assurance maladie, ce qu'on n'a pas dans notre atelier de tissage. Les gens pensent qu'on fait ça comme un passe-temps, mais pas du tout. Tout ça m'appartient. Je me bats pour que ces femmes aient un revenu et que cette culture ne meure pas. Ce sont les dernières années. Après, plus personne ne tissera. Istanbul, la plaque tournante du commerce en Turquie. Dans la vieille ville, le Grand Bazar compte plus de 3000 boutiques. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le cœur du négoce stambouliote de tapis. Damla espère y trouver des renseignements pour affiner la stratégie de sa propre entreprise. Les prix débutent à 200 $ pour un tapis de prière tissé à la main et peuvent grimper jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un grand tapis en soie fait main. Ici, on trouve de tout. Damla rejoint une amie avec laquelle elle veut rencontrer des professionnels du secteur. Cette boutique est dans la famille d'Abdullah Vehbi depuis 5 générations. Aujourd'hui, la plupart de ces tapis sont un fardeau. Avant, on participait à des foires sans aucune subvention, sur nos propres deniers. Jusque dans les années 1990, on exportait partout. Et puis la Chine et l'Inde ont débarqué sur le marché. On ne faisait pas le poids. Tout ce qui intéresse les clients, ce n'est pas la qualité, c'est le prix. Oui, tout le monde est devenu très porté sur le prix. Avant, c'était davantage sur la qualité. Je pense quand même qu'il y a des opportunités à saisir. 90% des boutiques de tapis ont fermé. Il n'en reste que 10%. Cet autre commerce propose principalement des marchandises produites en masse. Les tapis fabriqués à la machine sont meilleur marché et plus beaux. Leur multiplication conduit au recul des tapis tissés à la main et au bout du compte, à la disparition de cet artisanat. Les professionnels font facilement la différence entre un produit fait à la machine ou à la main. Quand vous retournez le tapis, vous ne trouvez aucun nœud ici, ce qui n'est pas le cas sur un tapis manufacturé. Damla tombe sur un tapis en soie. Il faut combien de temps pour tisser ça à la main? Ça dépend de la tisserande.
mais en moyenne entre 2 et 3 ans. Celui-ci coûte 4 000 $. Depuis une trentaine d'années, les ventes de tapis faits main ont fortement chuté partout. Aujourd'hui, les marchandises produites par des machines dominent le secteur. Les 3 plus gros pays producteurs sont la Chine, avec 24% de part de marché, suivi par la Turquie, 17%, et l'Inde, 11%. Barry et Ercan fabriquent des tapis depuis son enfance. Elle fait partie du peuple Yörük, une ethnie semi-nomade qui vit principalement dans l'ouest de l'Anatolie. Après avoir appris le tissage et le noué avec sa mère, elle en a fait son métier. On a fabriqué beaucoup de tapis et qui les achète? Personne. Si vous vendez un seul tapis par an, est-ce que c'est rentable? Non. J'ai travaillé 25 ans dans une usine de tissage de tapis pour les coopératives d'Obag. Et elles ne m'ont jamais versé de retraite. J'ai passé ma vie à tisser et vendre. Comment ça, pas de retraite? Elles ne nous ont jamais déclaré. On était nomades et ignorants. Aujourd'hui, Barry tente de vendre ses tapis et d'autres éléments de son trousseau aux touristes. Mais les affaires ne marchent pas bien. Je passe mes journées à marcher. Et pour même pas 1000 lire par jour. Soit environ 26 €. Chaque lire compte. Les herbes aromatiques que Barry récolte elle-même, comme le thym, lui font un petit supplément. Quand ma mère s'est mariée, elle vivait dans une tente en poil de chèvre. À l'époque de mon grand-père, il se déplaçait encore avec des chameaux sur le mont Ida. Ils avaient choisi une existence difficile, très difficile. Barry vit à Chamkalabak, un village situé dans les montagnes de l'arrière-pays. Chaque soir, elle rentre des plages touristiques de Sivridge et Koyou jusqu'ici, parfois en stop, parfois à pied. Les habitants vivent de l'élevage de bétail et de la culture de légumes. Les tapis ne leur rapportent plus rien. Je fabrique des tapis depuis mes 7 ans. Qu'est-ce que je peux rajouter? J'aime beaucoup ça. Je peux dire que c'est mon métier. Avant, c'était effectivement notre métier. On travaillait jour et nuit. Mais maintenant, il n'y a plus d'acheteurs et les coopératives ont fermé. C'est trop cher pour les gens. Les machines ont fait leur apparition et les tapis qu'elles fabriquent sont meilleur marché. Voilà tout. Ce que nous faisons là demande beaucoup de travail. À la maison, on a aussi des tapis faits à la machine. On n'en tisse que pour les vendre. On ne les met jamais chez nous. C'est pareil avec la dot. La mariée la revend par la suite, par exemple pour pouvoir acheter un bout de terre ou une voiture. Ces femmes sont les dernières tisserandes manuelles de tapis. Damla se rend dans le campement nomade car elle aimerait faire affaire avec Barry. Ibrahim l'accompagne pour mettre les deux femmes en contact. Vos tapis sont très beaux et précieux. Mais comme nous le savons tous, on en fabrique de moins en moins. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour y remédier? En tisser de nouveau?
Je pourrais évidemment le faire, mais le problème, c'est de les vendre ensuite. Cet hiver, j'en ai tissé un, et il est toujours là. Maintenant, je vends des vêtements et je vis de ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Personne ne veut acheter de tapis. Damla va lui en prendre quelques-uns pour sa boutique. Le soir, Damla et Ibrahim sont invités à un mariage dans le village. Une grande fête au cours de laquelle les tapis jouent un rôle important. En règle générale, les habitants restent entre eux. L'accueil de visiteurs extérieurs et a fortiori d'un tournage comme celui-ci est une véritable exception. Salut Barié, comment vas-tu? Oh, un baise-main. Et toi, ça va? Damla se ferait un chemin au milieu des festivités pour rejoindre les mariés. Bonjour, nous sommes invités dans votre village. Soyez les bienvenus. Félicitations, votre village est très beau. Il me plaît beaucoup. Bon appétit. L'intégralité de la dot, composée de tapis, étoffes et vêtements faits main, est entreposée dans cette pièce pour susciter l'admiration et les félicitations des invités. Damla reçoit de Barié une tenue traditionnelle appropriée aux festivités qui vont durer 3 jours. Les habitants de 7 villages alentours ont été conviés. À l'écart de la fête, Damla tente de prendre contact avec de nouvelles tisserandes. Tu peux me rappeler son nom? Saboche. Saboche, je suis Damla. C'est une de mes tisserandes. Tu tisses aussi, c'est super. Je collabore avec Ibrahim et j'étais curieuse à votre sujet. J'ai toujours voulu venir ici. Chacune a son propre atelier. Je leur donne des modèles de motifs où elles tissent leur propre création. Quand elles n'ont pas de travail, on leur en donne. C'est maintenant le point d'orgue de la fête. Damla n'avait encore jamais participé à des noces de nomades. Les festivités suivent un rituel très ancien. Le lendemain a lieu l'exposition de la dot. Tout le monde doit voir à quel point la mariée a été gâtée. Damla et Ibrahim participent également à cette cérémonie. Le trousseau est l'œuvre d'une vie pour la mère de la mariée. C'est moi qui ai fait tout ça pour ma fille. Je travaille depuis des années pour mes enfants, jour et nuit. C'est notre tradition. Dès la naissance de ma fille, j'ai commencé à constituer sa dot. J'ai tissé tout ça moi-même. Les enfants ont un autre métier, je ne leur ai pas appris à tisser. C'était volontaire de votre part? Oui, pour que mes filles ne deviennent pas comme moi. Il ne faut pas qu'elles prennent cette habitude et qu'elles passent toute leur vie à tisser, à se sacrifier comme nous l'avons fait. Mieux vaut qu'elles trouvent un emploi régulier et ramènent de l'argent dans leur foyer. Mais alors, la culture des tapis disparaîtra. Eh bien, qu'il en soit ainsi. De toute façon, les tapis ne se vendent et ne s'exportent plus. Donc on ne tisse plus que la dot pour nos filles. Dernière étape de la fête, le transport de la dot, dont la valeur est plus culturelle que monétaire. Mustapha Genç entretient un lien étroit avec le tissage de tapis, tant sur le plan privé que professionnel. Ses 5 sœurs sont tisserandes et lui-même est doyen de l'université d'Isparta. Pour moi, le vert n'est pas simplement vert. Oui, il est violet, violet rougeâtre. On peut obtenir cette couleur directement des racines et des tiges de l'épine vinette, sans aucun autre ingrédient. Pour d'autres, on ajoute des sels minéraux, comme l'alun.
On peut aussi obtenir directement cette couleur à partir de coques de noix, sans aucun additif. Le jaune apparaît tout de suite. Vous voyez, même ici. Ces recherches portent également sur la teinture traditionnelle à base de racines végétales. Il supervise différentes initiatives pratiques. Dans le projet pilote mené ici, on fabrique de manière ancestrale des tapis qui seront ensuite vendus. Vous en voulez combien? Une pelote suffira. D'accord. Zeynep Koçak enseigne le tissage. Cet atelier d'un établissement de formation est subventionné par l'État. Aujourd'hui, Mustapha montre à Zeynep et aux autres participantes comment teindre de la laine à partir de colorants exclusivement végétaux. Une manière pour lui de perpétuer la transmission de ce savoir-faire. Il soutient cette manufacture bénévolement. Les revenus générés par la vente des tapis financent le fonctionnement de l'atelier. Il s'agit d'une activité d'appoint pour les femmes âgées du village. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? On prépare le fil. Ah, vous allez le filer. Ça consiste à torsader les fibres de laine. Ensuite, avec l'aide de notre professeur Mustapha, on teint le fil grâce à des colorants végétaux extraits de racines. Puis les femmes tissent la laine, et pour finir, on envoie les tapis à nos clients. En général, le choix du fil, qui peut être fin ou épais, dépend du produit à fabriquer. Après avoir tissé avec les couleurs et les motifs souhaités, on livre nos clients. Ceux qui connaissent encore la signification symbolique de ces dessins se font de plus en plus rares. Ça, c'est la porte du Pacha. Ici, on a les arches. Je suppose que c'est de là que vient son appellation. Et que signifient ces motifs? Ils doivent avoir un nom. On appelle ces losanges les 60 pensées, 70 idées. Ces formes représentent les 8 portes du paradis. Et devant chacune d'elles se trouve un dragon. Ces derniers symbolisent ce qu'il y a de mauvais en chaque être humain. Quand on dépasse la jalousie, la haine et la colère, on accède au paradis par chacune de ces portes. On entre au paradis par chacune d'elles. C'est ça. Autrefois, ce motif était très répandu. Luxe oriental ou hors de l'Orient, c'est ainsi que par le passé on qualifiait les tapis turcs. Une époque désormais révolue, comme on peut le constater à Antalya, chez l'un des plus gros commerçants du secteur. Damla et Mustapha décident de lui rendre visite. Halil Börekçi ne commercialise pratiquement plus que des tapis anciens. Il est aux premières loges pour assister au déclin du marché du fait main. Avant, on étendait entre 40 et 50 000 tapis jusqu'aux arbres. Maintenant, il y en a 2, 3 ou tout au plus 5 000. En 1989, j'étais le 3e exportateur de tapis en Turquie. J'ai reçu un certificat de reconnaissance et une médaille. Là, c'est le jour de la remise. J'ai fait des études de pharmacie. J'avais un bon métier. Et puis en 1969-70, je me suis lancé dans le commerce en gros de tapis. C'était plus prestigieux que la pharmacie. J'ai pu faire de bonnes affaires et exporter pas mal. À l'âge d'or des tapis faits main, en 1982, la Turquie exportait pour 214 millions de dollars de tapis. Puis les ventes ont dégringolé jusqu'à 31 millions de dollars en 2020.
Aujourd'hui, le marché repart légèrement à la hausse, avec 62 millions en 2022. Des chiffres qui encouragent Damla. Mais pour Halil, les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient. Il vend 90% de sa marchandise aux États-Unis et reste l'un des plus gros exportateurs de tapis anciens. Ces derniers subissent un long processus de nettoyage. Damla envisage d'ailleurs de faire appel à ses services. La procédure est la même pour tous les tapis, anciens ou neufs, à condition qu'ils soient fabriqués uniquement à partir de laine naturelle et de teinture végétale. Une fois lavés, ils sont étendus dans un champ où ils restent jusqu'à 4 mois. À Antalya, il fait très froid la nuit. Il y a beaucoup de rosée. Et le matin, il fait très chaud. Toute l'eau s'échappe des tapis. Et avec elle, la vermine. Sous l'effet des rayons du soleil, les couleurs s'adoucissent et sont pour ainsi dire pyrogravées dans la laine. Maintenant, il va sécher. L'excédent de peinture disparaîtra au soleil. Et quand le tapis sera sec, on le passera dans la dépoussiéreuse. On le fera tourner et on le sortira. Une fois débarrassés des résidus de sable et de terre, les tapis sont emballés pour le transport. Halil traite et expédie 5 à 6 000 tapis par saison. Il estime que ce commerce ne peut fonctionner qu'avec des tapis de seconde main. Nous n'avons plus aucune chance. Et ça n'a aucun intérêt de tisser de nouveaux tapis artisanalement pour l'exportation. Je déconseille à Damla d'aller dans cette direction. Si elle se lance dans une nouvelle production, comme elle dit vouloir le faire, elle aura beaucoup de mal à gagner de l'argent. Alors que si elle vend des tapis anciens, ça peut être rentable. Mais comment faire pour perpétuer la tradition si ces tapis viennent à disparaître? Pour perpétuer la tradition? Je n'en sais rien. En fait, l'idée de Damla n'est pas d'exporter à grande échelle. Quand on débute, il faut partir d'en haut, pas d'en bas. Mais est-ce que tout ne commence pas par un premier pas? Est-ce que votre grand-père a démarré au sommet? Il faut que l'on fasse quelque chose pour préserver cette tradition. Nous devons trouver ces femmes, même s'il ne reste qu'1% d'entre elles, et les soutenir pour qu'elles continuent de tisser et que la tradition se perpétue. Je ne peux évidemment pas faire tout ça toute seule, mais Mustapha et moi, nous nous donnons beaucoup de mal. Cependant, le vendeur expérimenté lui démontre, à partir d'un exemple concret, que son calcul ne tient pas la route. Car au bout du compte, le prix de vente ne couvre pas le salaire de l'ouvrière. Pour confectionner ce tapis, la tisserande a besoin d'1 mois et demi. Oui. Pour cela, il te faut 6 kilos de laine. Cette laine et la teinture végétale coûtent $100. Pour 1 mois et demi de travail, tu rémunères la tisserande $450, ce qui donne un total de $550. Ali, ça fait combien en lire? 18 000 ou 20 000 lire? Donne-moi 10 000 pour celui-ci et tu peux l'emporter sur le champ. Le tien, tu devras d'abord le faire tisser et il te coûtera le double. Mais ce n'est pas une question de coût ou de gain. On ne perd pas espoir. Même si on ne parvient à convaincre et former qu'une seule personne, je soutiendrai Damla jusqu'au bout. Nous perpétuerons cette tradition. Inch'Allah. Croisons les doigts. Damla ne se laisse pas décourager. Au cours de son voyage, elle a noué de précieux contacts et elle reste déterminée à contribuer à la préservation de la culture des tapis turcs. Son succès dépendra également du prix que les clients seront prêts à payer pour un travail artisanal.